Chapitre 4. Étendue et durée du manteau neigeux. La formation au sol d'un tapis neigeux durable est fonction d'une part de l'importance et du régime des précipitations neigeuses, de l'autre des phénomènes météorologiques pouvant accélérer ou retarder la fusion. Les avalanches elles-mêmes apparaissent comme un processus d'élimination des neiges au niveau supérieur. C'est-à-dire que les types de manteaux neigeux, dont nous avons enfin abordé l'étude, sont fort diversifiés et tel habitant d'une région neigeuse bien déterminée pourra manifester plus d'une surprise à la découverte d'un paysage de neige tel que celui qui lui était familier. Premier tiré, type islandais. Les régions océaniques froides connaissent un enneigement à la fois habituel et précaire, dont le type se trouve bien souvent réalisé en Islande. Si les neiges peuvent tomber en novembre à la fin avril sur la côte méridionale, de septembre à juin vers 400 mètres d'altitude, elles ne construisent jamais, au moins jusqu'à ce niveau, la forme exclusive des précipitations. Pour une période de quelque durée, à Reykjavik, les précipitations se font encore pour moitié sous forme liquide. En janvier, pour près d'un tiers, en février, mois le plus neigeux, à Grimstadir, 380 mètres d'altitude, la pluie fait encore régulièrement son apparition en janvier et février, se substituant à la neige un jour de précipitation sur 5. La découverte neigeuse ne peut être dans ces conditions que discontinue et de médiocre épaisseur. À Reykjavik, elle disparaît en moyenne 10 jours en janvier, et il n'y a pas au total plus de 40 à 60 jours par an pendant lesquels les sols sont effectivement recouverts en totalité. C'est là sensiblement le nombre même des jours des précipitations neigeuses, ce qui signifie qu'il y a à peu près équilibre entre le nombre de jours où la neige persiste en étant tombée précédemment et celui des jours où la neige tombe mais ne peut tenir. Vers 400 mètres, Grimstadir, la neige est présente sur le sol pendant plus de 3 mois, mais pas encore, malgré l'altitude de façon absolument continue. Figure 14. Alors, observons la figure 14. Nous observons deux graphiques, un à Grimstadir et un à Reykjavik, régime d'un manteau neigeux type islandais. Pointillé, fréquence par point du sol totalement déneigé. Alors on observe une petite courbe avec les centimètres, mesure par point du sol totalement déneigé. On observe, ça monte, il n'y en a pas, ça commence à monter en octobre, avant il n'y en a pas, et ça finit à monter en août, oui, non, en avril. Ça suit les neiges, hein. Blanc, fréquence par mois du sol totalement enneigé. Ça monte jusqu'à 23 cm de neige en janvier, mais sinon genre ça fait une courbe en cloche quoi. À Reykjavik. Et à Rimstadir, il y a un pic en décembre et en février. Grille verticale, fréquence par mois du sol totalement enneigé. Ah ok, le blanc c'est partiellement, le truc c'est totalement. Pas en totalement, il y en a un peu moins. Voilà. Tireté, épaisseur moyenne de la couverture neigeuse en centimètres. Je sais pas de quoi il parle. Hein. Mais ça c'est le graphique, c'est toujours la même chose. Genre juste imaginez-vous, il y a des neiges. Des fois il y en a qui tombent, mais souvent il y en a pas. Moins souvent, il y en a un peu, mais ça se barre vite. Et moins souvent, il y en a beaucoup et ça part pas avant les prochaines neiges. Voilà. Dans ces conditions, la couche ne peut jamais être bien épaisse. Une couche de 20 cm fait, sur le côté sud, figure d'événements exceptionnels. Dans l'intérieur, l'épaisseur maximale semble de l'ordre de 60 cm vers 400 mètres d'altitude. Ce n'est d'ailleurs qu'en fin de février ou en mars que ces chiffres sont atteints quand ils doivent l'être. Nous sommes donc là en présence d'un manteau neigeux faible et irrégulier.
résultat d'un équilibre sans cesse compromis entre la fusion des apports et des nouvelles chutes. L'enseignement sera même plus précaire encore s'il était protégé par l'insolation très faible de l'hiver subarctique. La neige persiste encore moins au Fairhour et au Shetland, quoiqu'elle puisse tomber occasionnellement en abondance. Lerwick, 18 jours de neige au sol pour 39 jours de chute. Sur les plus hautes terres d'Écosse, l'altitude peut rétablir des conditions qui rappellent l'Islande. La neige ne tient au sol que tard et l'épaisseur du manteau neigeux ne peut s'accroître ensuite jusqu'en mars, voire avril. On retrouvera sans peine ce type d'enneigement dans l'hémisphère austral. Au Kerguelen, où aucun mois n'est à l'abri de chutes occasionnelles, aucun non plus n'ignore les redoux offensifs pluvieux. La neige, dont les chutes deviennent de plus en plus nombreuses à la fin de l'hiver, ne tient jamais plus que quelques jours au niveau de la mer. On imagine que ces régions d'enneigement discontinu se retrouvent placées, au point de vue géomorphologique, dans des conditions très différentes de celles que l'on observera dans les régions continentales. Tricard souligne que la neige ne joue pas au Kerguelen un rôle de protection, mais seulement une source d'humidité. Deuxième tiré, type sibérien. A l'inverse de ce qui se passe dans les régions océaniques froides, la neige, en Sibérie et dans la majeure partie du Canada, tombe assez peu, mais reste longtemps au sol. Elle tombe peu, nous l'avons vu, par la suite de la médiocrité générale des précipitations d'hiver dans les climats de ce type. Elle reste longtemps en raison du froid intense et persistant. Veilleret note que le manteau neigeux de la prairie canadienne est le plus durable qu'épais. En Europe, dont nous retenons ici bien entendu les régions des plaines, la neige est déjà un trait familier du paysage lorrain et alsacien. Au-delà de l'Elbe, la couverture reste normale au sol plusieurs semaines consécutives. En Transylvanie, elle s'installe à Noël et couvre jusqu'en mars les collines autour du Cluj. Les embouchures du Don et de la Volga, malgré une latitude méridionale, connaissent la neige au sol 60 jours consécutifs chaque hiver. D'après l'Atlas soviétique, la durée de l'enneigement dépasse 140 jours au nord-est d'une ligne Leningrad-Kalouga. Franchissons l'Oural et voyons cette ligne de 140 jours d'enneigement courir à travers la steppe pour atteindre la frontière mongole vers 48 degrés latitude nord. La latitude de Paris, ainsi que les 3/4 de l'URSS, restent enfouis sous la neige 4 mois et demi par an. L'enneigement 6 mois règne de la mer Blanche au bas Amour. Le bassin de la Petchora, au nord-est de la Russie d'Europe, connaît un enneigement de 220 jours que l'on retrouve au-delà de l'Oural, tout au long du 64 degrés latitude nord. L'extrême nord, enfin, du continent disparaît sous la neige, 260 jours par an, vers le 71 degrés latitude nord. Chiffre stupéfiant si l'on songe que le continent s'étend encore vers le nord, au-delà de ce parallèle, sur une surface supérieure de plus de moitié à celle de la France. La péninsule du Taimyr, malgré la faiblesse des précipitations, n'est guère complètement déneigée que 6 semaines par an. L'ensemble de cette masse continentale débouche sur l'océan Pacifique par une façade dont le climat est d'une rigueur bien connue. De fait, la neige reste au sol 3 mois en Corée, 6 dans la plus grande partie des Sakhalines et tout dans le Kamtchatka. Au fond de la mer de l'Okhotsk, par 60 degrés nord latitude, elle couvre le sol plus de 7 mois. Un contraste analogue s'observe entre les deux façades du continent américain. Côte Pacifique, les confins du Canada et de l'USA ne connaissent encore guère la neige qu'une dizaine de jours par an, tandis que Halifax, sur l'Atlantique, voit son enneigement durer 2 mois. À l'intérieur, 2 noyaux d'enneigement prolongés se situent, l'un dans les montagnes de l'Ouest, 6 mois sur le glacier du Yellowstone Park, l'autre autour de Québec où la neige tient normalement de la fin novembre à la fin avril. Sur la rive nord-ouest du lac Supérieur, la neige reste souvent au sol plus de 5 mois, mais guère plus de 3 à Toronto. Dans les immensités du Canada subarctique et arctique,
l'enneigement ne se prolonge plus encore. Il peut atteindre 9 à 10 mois sur l'île de Baffin. Mais au Canada, comme en Sibérie, un très bien étonnant pour le montagnard européen est la très faible épaisseur que ce manteau neigeux est susceptible d'atteindre. Quelques décimètres au plus à Edmonton. Cette épaisseur moyenne n'est que de 15 cm. Dans les régions un peu mieux alimentées en neige, le rôle principal dans la détermination de cette épaisseur revient à la température. L'épaisseur moyenne du manteau est ainsi de 43 cm au Québec, contre 20 cm seulement pour Montréal, qui ne reçoit guère moins de neige, mais où le froid est moins vite. 2 degrés environ pour chaque mois de l'hiver. Pour cette raison, l'épaisseur du manteau neigeux se relève quelque peu vers l'Arctique, malgré une alimentation bien médiocre. L'épaisseur moyenne de février serait de 65 cm à Dawson, de 55 à Fort Good Hope, 66 degrés 15 secondes latitude nord, dans le Veyret. En Sibérie, la couverture de neige qui peut dépasser 40 cm dans la forêt ne paraît guère s'élever beaucoup plus au-dessus de 20 cm dans la toundra. Des enneigements aussi prolongés, même s'ils restent d'une puissance modeste, finissent par devenir la caractéristique principale d'immenses ensembles régionaux. En protégeant le sol contre la gelée, les manteaux neigeux, même réduits à quelques décimètres d'épaisseur, permet le maintien d'une végétation herbacée. Sans lui, ces végétations ne seraient toute l'année que des déserts. Il contribue par contre, en favorisant le rayonnement, à stabiliser ces régions sur les hautes pressions atmosphériques. C'est donc lui qui est responsable pour une part des records de froid détenus, comme on le sait dans la Sibérie orientale, vers Koyansk, Oymekon. Aux latitudes les plus élevées, l'air est plus souvent calme, mais sur les bordures méridionales que les espaces enneigés de très violentes bourrasques soulèvent des nuages de neige, redoutables pour l'homme qui en est suffoqué. C'est le bourran russe, la poudrerie canadienne, qui se produit en moyenne à Québec 15 fois par hiver. Un trait remarquable enfin de cet enneigement continental est sa régularité relative d'une année à l'autre. La neige arrive normalement tard après un automne sec. La beauté de l'automne canadien est proverbiale, mais elle est toujours là pour Noël. Parenthèse, le désastre de l'armée napoléonienne en Russie s'explique par une part à la précocité anormale de l'établissement du manteau neigeux en 1812. Au printemps, la brutalité du réchauffement ne laisse guère jeu à la date de la fonte et il n'y a pas grand-chose dans la régularité de ce rythme binaire qui puisse rappeler à l'Européen les caprices des saisons alpines. On cite comme extraordinaire qu'en 1939, Québec ait perdu la neige dès fin février. Troisième tiré, type alpestre. Les conditions thermiques de la durée de l'enneigement sont ici radicalement différentes. Rien dans nos montagnes, quoi qu'on en pense généralement, ne rappelle la rigueur soutenue des froids continentaux. Sait-on assez que la température moyenne de Québec s'abaisse à moins 12 degrés pour janvier et qu'il faudra dans les Alpes s'élever à 2500 mètres pour trouver les moyennes mensuelles aussi basses. Or, l'enneigement à Québec, qui est 4 fois et demi, se retrouve dans les préalpes de Savoie dès 1200 mètres d'altitude, à durée égale d'enneigement. Les températures de l'hiver alpestre sont de 7 degrés Celsius supérieures à celles de l'hiver canadien. C'est l'abondance des chutes qui compense ce déséquilibre. Ainsi, dans nos montagnes aux hivers relativement peu rigoureux, c'est la masse même de la neige tombée qui assure la persistance du manteau neigeux. Subsidiairement, les conditions de chute jouent un rôle non négligeable. Les neiges précoces subissent une évolution par tassement plus longue que les tardives et se trouvent ainsi mieux prémunies contre le réchauffement printanier. À chute totalement égale, un régime nivométrique à maximum d'automne créera un manteau plus prolongé qu'un régime à maximum de printemps. D'autre part, l'intensité des chutes intervient aussi. Godefroy remarque que les lames de neige minces sont fondues l'une après l'autre, bien plus facilement qu'une lame épaisse de hauteur équivalente à la somme des leurs.
On sait enfin qu'un enneigement devenu trop mince est condamné à disparaître très rapidement. En dessous de 25 cm, ce réchauffement diurne atteint toute l'épaisseur du manteau. En dessous de 15 cm, la perméabilité de la neige aux radiations solaires permet au sol de jouer le rôle d'un véritable réflecteur. De ces conditions générales résultent les traits suivants de l'enneigement des Alpes françaises. Enneigement les plus longs, à altitude égale dans les préalpes de Savoie, déneigement des plus précoces dans la zone intra-alpine qui a reçu moins de neige où la température se révèle plus vite. La neige, en Tarentaise, disparaît aussi dans les conditions locales identiques. 15 jours bons plus tôt que dans les Bauges et à Val d'Isère même, 1850 mètres. La durée de l'enneigement ne dépasse que peu celle du col des Gets, 1200 mètres, vers le sud. L'influence et la latitude entraînent une diminution notable de la durée de l'enneigement. Les parties les plus élevées du plateau du Valençol, vers 900 mètres, ne gardent la neige que 15 jours, tout au plus. Tandis qu'à la même altitude, en Chartreuse, le sol peut être couvert de 3 mois et demi. Parenthèse, la plupart de nos indications concernant les durées d'enneigement dans les Alpes françaises sont empruntées au tableau de Bénévent. Les durées observées au cours de ces dernières années seraient sensiblement plus brèves, mais les contrastes régionaux notés restent toujours valables. Donc il y a moins de neige, et du coup c'est plus valable, mais on arrive quand même à avoir à peu près les mêmes ratios, les mêmes différences entre les trucs, donc c'est valable. Mais le contraste subsiste ici, encore entre chaînes externes et internes, ces dernières dégagées plus tôt. Le Ventoux lui-même, écrit de Marton, surgit au-dessus des plaines méditerranéennes encore casquées de neige quand les sentiers de l'Ubaye et du Haut-Verdon sont déjà secs. Notre figure 15 indique comment se combine, en Haute-Engadine, l'influence de l'altitude et de l'exposition sur la durée du manteau neigeux. On notera que la dissymétrie d'ensemble des courbes qui s'indiquent que la montagne alpestre est plus rapide à s'enneiger qu'à se déneiger. Ce déneigement se fait encore assez vite aux altitudes basses et moyennes jusqu'en avril, mais progresse ensuite bien plus lentement aux altitudes supérieures. Une raison qui en est que les mêmes précipitations de printemps peuvent, sous forme de pluie aux basses altitudes, achever d'y détruire l'enneigement et, sous forme de neige, prolonger au contraire celui-ci aux altitudes supérieures. D'autre part, la neige des zones supérieures à acquis, du fait même de la durée de l'enneigement, une structure plus apte à mieux résister aux effets de l'insolation. Plus encore que l'altitude, c'est l'exposition qui détermine en montagne les conditions locales de l'enneigement. Cette opposition tranchée entre le versant exposé au midi, l'endroit, et celui exposé au nord, l'envers, n'est pas due, comme on pourrait le penser, à une différence de température entre les deux versants d'une vallée. Parenthèse, dans les Alpes françaises du Sud, on emploie les expressions d'André et du Bac. En gros, c'est deux parties d'une montagne. Genre, t'as une partie d'un côté et une partie de l'autre côté. Tada! Température on sait en effet, Bénévent, Peggy, qu'une telle différence, quand elle existe, reste de l'ordre du dixième de degré. La rapidité plus ou moins grande de fusion selon l'exposition provient exclusivement de la durée d'insolation, qui peut être nulle au cœur de l'hiver sur certains envers, et de l'angle d'incidence des rayons solaires. Les contrastes de l'insolation s'accroissant avec la durée totale de celle-ci, on ne s'étonnera pas que l'écart entre l'enneigement de l'envers et celui de l'endroit s'accroisse de janvier à septembre. Donc figure 15, enneigement en Haute-Engadine. Les courbes exprimées, latitude supérieure de la zone enneigée, ordonnée à gauche en mètres, opposition entre l'envers et l'endroit. Donc on voit là où il neige le plus, et il y a un endroit où il neige plus. Genre il y a une face de la montagne sur laquelle ça neige plus, parce que c'est pas les mêmes conditions météorologiques. Mais on se ferait une idée bien fausse que l'enneigement de type alpestre, en ne prenant pas compte du dernier type de caractère qui en est la très grande variabilité annuelle, les skieurs, ceux surtout qui montent sur les plaines au congé de Noël ou de Pâques,
savent combien l'aspect de la montagne est différent à ces dates, d'une année à l'autre. C'est dans les Préalpes et dans les Alpes du Sud que cette variabilité est la plus grande. Autour du Gap, la campagne peut être certains hivers ensevelie 3 mois sous la neige, tandis que d'autres années, celle-ci ne tient pas plus d'une semaine de suite. Les grands cols alpins eux-mêmes ont une variabilité de plus incertaine qui décourage tous les pronostics de l'homme des plaines. Au Lautare, 2050 mètres, où la route est quelquefois encore au début de mai une profonde tranchée, creusée au début de mai d'une profonde tranchée, creusée à travers 6 à 7 mètres de neige, on a vu d'autres hivers. Le manteau reste assez mince pour n'entraver la circulation que pendant 1 mois ou 2 seulement. Hors de ces domaines proprement alpestres, l'enneigement prolongé d'altitude apparaît sur les massifs assez élevés du pourtour de la Méditerranée. Des portes de Rome, on voit briller parfois jusque pendant la semaine sainte les hauteurs enneigées de l'Apennin. L'arrière-plan de montagnes neigeuses fait partie chaque hiver du paysage de Marrakech et, pour moins longtemps, de Damas. Nous savons déjà que le régime pluviométrique méditerranéen aux précipitations de saison froide est propice aux chutes de neige partout où l'altitude le permet. Que ces précipitations soient assez précoces et le tassement les prémunit contre le réchauffement printanier. En Algérie, la neige couvre le sol plus de 15 jours par an à Kabylie, vers 1000 mètres. Dans l'Aurès, au-dessus de 1300 mètres. Ce net avantage dans la zone littorale se retrouve aux étages supérieurs où l'enneigement persiste 5 mois au sommet de bâbord, 2000 mètres. Contre 2 en Aurès, 300 mètres plus bas il est vrai. C'est à la maison forestière de Sgag, Auberty. 4e tiré, type équatorial d'altitude. Le caractère thermique dominant est ici l'insignifiance de la variation annuelle. On ne doit donc point s'attendre à voir la neige séjourner régulièrement sous les tropiques sur de vastes espaces qu'elle désertait aux périodes plus chaudes de l'année. Là même où s'esquisse au Pérou une fusion saisonnière, celle-ci apparaît liée ou non à un fait thermique, mais à la période sèche du Verano. Marc Pierre a noté que la limite de la zone enneigée se révélait ainsi quelques dizaines de mètres. Dans la Cordillera Bianca, à la veille de la saison des pluies, on voit d'ailleurs combien le phénomène est ici d'ampleur modeste. En fait, partout où l'altitude sera suffisante pour que la totalité des précipitations viennent à tomber sous forme solide, la neige se transforme sur place en glace. Moins, semble-t-il, sous l'effet de la pression comme en Europe du fait du gel et du dégel quotidien. 4 à 500 mètres en dessous de cette limite, les neiges persistantes. De cette limite des neiges persistantes. La neige n'est plus qu'un phénomène exceptionnel, tout à fait incapable d'amener la formation, fût-ce pour quelques jours, d'un manteau au sol. Les choses ne se présentent donc pas du tout de la même façon à l'altitude tempérée. D'une part, d'un mouvement diurne apparent du soleil dans le ciel, qui amène celui-ci chaque jour au voisinage du zénith, fait qu'il serait vain de chercher dans les hautes montagnes équatoriales l'équivalent des envers et des endroits. Nous verrons toutefois au chapitre suivant que l'exposition joue certains rôles, très différents de celui que nous connaissons sous les Alpes, dans la localisation des glaciers équatoriaux. 5e tiré, quelques effets de la couverture neigeuse. En constituant périodiquement un tampon entre l'air et le sol, la présence d'une couverture neigeuse perturbe gravement l'action des agents atmosphériques sur le relief et la végétation. On doit retenir surtout le rôle protecteur de la neige qui empêche le refroidissement extrême au sol. Aux environs de Montréal, des froids précoces précédant la neige peuvent parfois geler sur le sol sur plus de 70 cm d'épaisseur. Mais une fois le manteau neigeux établi, ce gel du sol ne peut plus jamais atteindre cette profondeur. En Mandchourie, par contre, où la température de neige est bien plus chétive que dans l'Est canadien,
Il n'est pas rare, par des températures analogues à celles de Montréal, de voir le sol gelé à plus de 2 mètres. Ce rôle protecteur de la neige ressort bien d'une expérience classique réalisée pour la première fois par Mouguin à Tré-la-Tête, vers 3170 mètres. Un thermomètre à minima, placé à l'automne sous la première couche de neige et relayé au printemps sous une couche atteignant à ce moment 4070 mètres, n'étant pas descendu en dessous de -3 degrés. Tant qu'à la variation diurne de la température qui se fait sentir, nous l'avons vu, jusqu'à 25 ou 30 cm de profondeur, elle sera encore sensible à 1 mètre dans les sols déneigés. On avait observé depuis longtemps, aux hautes altitudes, Svalbard et plus rarement en haute montagne de climat assez sec, Chambérion, les formes de terrain originales, sols polygonaux, rétriculés, dont la localisation en est des régions d'ensoleillement prolongé, avaient fait d'abord attribuer l'origine de la neige elle-même. Les géographes parlaient ainsi il y a quelques 20 ans d'un relief nival, sous une réplique mineure du relief glaciaire. Les recherches s'effectuaient depuis lors, Troll, Romanovski, Cailleux, Tricard, etc., tendent plutôt à faire attribuer la forme au cryoclas- cli- cryoclac- cli- cry- cryoclactisme, c'est-à-dire la désagrégation du sol par l'alternance répétée du gel et du dégel. D'autres indices, à commencer par la rareté de ces formes dans les Alpes et le Canada humide, semblent témoigner d'une certaine analogie avec ces procédures d'érosion et ceux des pays arides. Quoi qu'il en soit, un enneigement abondant doit plutôt s'étendre à freiner la formation de telles formes de relief qu'à y attribuer. La neige est ainsi sans aucun doute un facteur défavorable à la formation du sol gelé toute l'année en profondeur. De Tjael des Scandinavies, une formule empirique due à Skotalowicz exprime que le Tjael ne peut se former que quand l'épaisseur du manteau neigeux mesuré fin janvier en centimètres est supérieure au double de la moyenne des valeurs absolues de moyenne mensuelle négative de la température. Une formule plus complexe due à Grégoriev exprime la profondeur maxima atteinte par le gel dans le sol, en fonction de la température, les épaisseurs successives du manteau neigeux et des précipitations liquides. Le rôle de la neige ne se borne pas toutefois à cette action qui serait uniquement protectrice. L'eau de fusion exerce une érosion active. Très chargée d'acide carbonique, elle dissout les calvaires. Et c'est là la raison de la localisation de très beaux lapièzes, à l'étage nival dans les Alpes calcaires de Savoie comme d'Autriche. Les avalanches de fonte burinent enfin la montagne. Celle de Blétière, massif du Mont Blanc, du 4 avril 1914, charriera plus de 2000 mètres de matériaux solides. D'après Alix, la crête méridionale de Vercors entre le col de l'Arc et le col de Fer donnerait un exemple typique d'érosion par avalanche. Le naturaliste note enfin que la présence de la neige est incompatible avec certaines espèces végétales. En Laponie, les bouleaux Bellusa tortuosa ont le tronc recouvert d'un lichen brun qui manque à leur base. Ce type de lichen ne peut en effet supporter la présence de la neige à la hauteur à laquelle il apparaît sur les troncs, donne ainsi une évaluation indirecte de l'enneigement maxima. L'épicéa ne se reproduit pas là où la neige séjourne sans interruption plus de 4 mois. Par contre, la neige favorise le maintien d'une belle végétation herbacée. C'est le domaine des vastes espaces pastoraux auxquels les Alpes doivent jusqu'à leur nom. Parenthèse. Lors du dégel, les herbages de la neige vient d'abonder gardent pendant quelques jours un aspect caractéristique. Végétation plaquée contre la pente par réptation, jaunie ou blanchie par l'absence de chlorophylle quand la neige était assez épaisse pour faire écran, aspect assez surprenant qu'on pourrait qualifier d'automnal.
Au cours de certains jours, l'eau de fonte provenant des régions supérieures, encore enneigées, apporte brutalement des aspects du printemps. Aux latitudes plus basses, les zones d'altitude soumises à l'enneigement périodique s'amenuisent et l'arbre remonte plus haut, à la rencontre, si elles existent, des neiges persistantes. Localement, l'eau de fusion entretient une végétation spéciale dans les combats-neiges, Salix arbacea, Renonculus glacialis. Parenthèse. La neige elle-même est un milieu dans lequel on peut vivre en algues microscopiques. Chlamydomonas nivalis qui colore la neige en rouge. Cinquième tiré. Les grands types de pays à neige. Au lecteur qui aura eu la patience de suivre jusqu'ici nos longues analyses, une synthèse s'impose maintenant en quelque sorte d'elle-même. Si on écarte le cas des pays océaniques froids, Islande, Colombie-Britannique, Terre de Feu, qui, riches en chute, ne peuvent prétendre qu'à un manteau médiocre et précaire, si l'on écarte ainsi les Islandais, les Inlandis absolument déserts, on aura noté que la neige permet au plus haut point de la vie humaine dans ces deux types de régions géographiquement bien opposés. L'un est le type alpestre, que la pratique actuelle de sports d'hiver a rendu familier à des millions d'Européens et de Nord-Africains. À l'altitude qui est à la fois celle la plus haute station d'altitude en moyenne de la montagne elle-même. La neige tombe surtout en début et en fin de saison froide. Dans ces deux périodes neigeuses encadrant des mois de juillet et de février très ensoleillés, qui sont vraiment le cœur de la saison d'hiver, selon les années, c'est tantôt l'une, tantôt l'autre de ces périodes de chute qui est principale. Et de ce chef, les hivers se suivent sans se ressembler, ce qui constitue un des charmes des Alpes, mais implique aussi, pour qui veut parcourir la montagne en toute saison, la nécessité d'une très longue expérience. Les chutes totales très variables d'une année à l'autre dépassent souvent 5 mètres. C'est la masse même de la neige tombée qui assure la longue persistance, vers le printemps, d'un manteau neigeux par les températures qui ne sont, à l'échelle mondiale, que médiocrement froides. Les avalanches sont fréquentes parce que les couches successives engendrent une stratification de la neige et que la neige du printemps est de surcroît plus lourde que celle d'hiver. La masse neigeuse étant responsable, il y a peu d'années encore, de l'isolement total des villages, c'est celle, et nullement la température, qui impose dans les Alpes une limite dans les zones habitables, à ce que les températures appellent l'écoumène. Tout autre est la neige sibérienne. Elle tombe par rares chutes espacées, au début principalement de la saison froide, ce maximum étant doublé aux plus hautes latitudes par un second maximum au printemps. Le total des chutes dépasse rarement 1 mètre, l'épaisseur effective du manteau est en général inférieure à 50 cm, souvent à 30 cm. C'est le froid excessif qui permet à cette couverture médiocre de durer jusqu'à 6 et 8 mois. Ce même froid met de cristaux relativement à l'abri de la détérioration des couches successives ne traduisent pas dans le manteau par des stratifications sensibles. Alors qu'il utilise des raquettes dans la taïga, l'homme parcourt dans la toundra, recouvert de cet enneigement médiocre, chaussé de simples bottes à feutre. La circulation est aisée. En traîneau, tant que l'air reste calme, l'obstacle au déplacement résiste dans le froid. L'obstacle au déplacement réside dans le froid et dans le risque où l'on est de s'égarer quand souffle le blizzard. Ce n'est jamais, comme dans nos Alpes, la masse même de la neige. Fin du chapitre. On peut faire un petit peu en vue les graphiques parce que c'est un chapitre court. Il y en a un qui expliquait d'abord que du coup sur les deux versants d'une montagne, fatalement ça va pas être
ça va pas être la partie qui monte petit à petit, c'est genre les faces d'une montagne. Si tu mets ta main en deux et que tu regardes, ben, il y a la face avant et la face arrière, c'est pas le milieu. Donc il y a un endroit où il neige plus, et parce que ça souffle plus peut-être, où il y a moins de précipitations, parce que c'est pas exactement le même climat, parce que une montagne fondamentalement, ça change le climat, parce que ça sépare des masses d'air, ça sépare des masses d'humidité, du coup ça va différencier. Et donc vers l'endroit, du côté de l'endroit de la montagne, je ne sais pas c'est quoi, eh bien il y en a plus qu'à l'envers. Et c'est asymétrique aussi le graphique. Genre, c'est un graphique en cloche inversée. En mode, ça descend de septembre jusqu'à janvier, ça descend. Et ensuite, ça remonte. Alors, ah, l'endroit, c'est au sud, c'est ce qui est exposé au sud. Et à l'envers, c'est ce qui est exposé au nord. Ah ouais, bah c'est. Ouais, en fait, c'est comme si tu remontais une carte avec le nord en haut. L'endroit, c'est ce que tu tapes directement parce que c'est ce qui est au sud. C'est ce qui est exposé au sud en fait. Quand tu remontes, bah, tu vois l'endroit. Mais quand tu descends, tu vois l'envers. Chapitre suivant. Enfin, bref, non, c'est pas ça que je voulais dire. En gros, là, Grim, c'est-à-dire, ben, des fois il y a de la neige, des fois il n'y a pas de neige. C'est à peu près au même moment, mais pas exactement. À Reykjavik, il n'y a qu'un pic, alors qu'à Grim, c'est-à-dire, il y en a deux. Euh, et à Grim, c'est-à-dire, il y a beaucoup plus de neige. Et c'est surtout centré sur décembre et février. Alors que sur Reykjavik, il n'y en a que un, il y en a beaucoup moins. Et ça ressemble plus à une montagne en fait. Juste un petit pic et ensuite bah, ça descend avec des traits bien, bien marqués. Et à Grimstadir, ben, c'est à peu près la même chose mais avec deux pics en fait. Et à Grimstadir, il neige toute l'année. Voilà. Merci, bonne journée, au revoir. Et buvez de la soupe, c'est bon là.